Business Challenge, le magazine de l'économie et de l'entreprise. Orange est sponsor officiel de Business Challenge. Orange Niger, des solutions business au service de vos ambitions. Chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver pour cette édition Business Challenge. C'est notre premier numéro de Business Challenge sur la chaîne panafricaine. Et nous sommes très ravis d'être en votre compagnie partout en Afrique. Et comme c'est le début de l'année, nous vous souhaitons aussi une très bonne et heureuse année 2019. Que cette année soit une année de prospérité, de paix et de santé partout en Afrique et dans le monde. Et donc, nous ouvrons cette édition Business Challenge avec des bilans et des perspectives. Au cours de l'année 2018, Business Challenge a couvert plusieurs activités économiques au niveau du Niger et même à l'extérieur du Niger. Nous vous proposons quelques événements pour faire une rétrospective de l'année 2018. Vous allez voir quels sont les événements qui ont marqué le Niger sur le plan économique au niveau de l'entrepreneuriat. Au cours de l'année 2018, nous vous donnons quelques éléments de repère. Et puis nous allons vous parler du bilan d'un projet qui concerne la jeunesse. Ce projet cible plus de 32 000 jeunes qu'il doit toucher d'ici 2022. Il doit les aider à s'insérer dans le tissu économique à travers l'accès à des formations professionnelles, à travers aussi l'impulsion de l'entrepreneuriat. Ce projet, c'est le PRODEC, le projet de développement de compétences pour la croissance. Quel a été son bilan en 2018? Vous allez voir ça dans cette édition. Toujours parlant de bilan et de perspectives, nous vous proposons dans cette édition un grand plateau avec le directeur général de Ecobank au Niger. Nous allons parler du secteur des banques et de la finance au Niger, des défis auxquels il fait face, mais aussi des mutations qui sont en cours au niveau des différentes banques, notamment au niveau des Ecobank, surtout à travers l'utilisation des technologies, ce qu'on appelle aujourd'hui la digitalisation des services financiers. J'espère que ce menu vous plaît. Calez-vous confortablement dans votre siège et allons-y pendant 60 minutes à la découverte de pans entiers de l'économie et de la vie des entreprises au Niger et un peu partout avec un regard sur le reste du continent. A tout de suite. Rencontre d'affaires des opérateurs économiques à l'intérieur et à l'extérieur du pays, grandes décisions prises dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires, action de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger et d'autres institutions d'intérêt économique et ou financier, analyse de la dynamique économique et entrepreneuriale, les faits, actualités et événements sélectionnés pour vous dans cette édition Business Challenge qui clôture l'année 2018 ont contribué à la dynamisation de l'environnement des affaires au Niger et créé des opportunités d'affaires ou à stimuler l'action des PME et des porteurs de projets d'entreprise. Grands événements économiques. Du 22 au 23 février 2018, s'est tenu à Istanbul, en Turquie, un forum économique et d'affaires entre les pays de la CEDEAO et la Turquie. À cette rencontre économique et d'affaires, 15 pays de la CEDEAO ont pris part. Les participants sont à la fois du secteur privé et du secteur public. La CEDEAO, en tant qu'institution, a également pris une part active au forum économique et d'affaires tenu à Istanbul. Pour le Niger, une délégation d'une vingtaine d'entrepreneurs a participé au forum sous la houlette de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger. Le secteur privé a été représenté par le ministre du Commerce et de la promotion du secteur privé, Sadou Saïdou. Nous évaluons aujourd'hui le volume des échanges commerciaux entre la Turquie et les pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à 2 milliards de dollars US. La Turquie a pour objectif d'augmenter ses échanges à hauteur de 5 milliards à court terme et 10 milliards de dollars US à moyen terme. Pour que nous puissions atteindre notre objectif, nous aurons besoin de signer un accord de libre-échange entre la Turquie et les pays membres de la CEDEAO. Mars 2018. L'année 2018 a été marquée par le renouvellement du bureau de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger. C'était à Maradi le 15 mars 2018.
Ce jour-là, les acteurs économiques, essentiellement les membres consulaires de la Chambre de commerce, venus de toutes les régions du Niger, les cadres de la Chambre, les autorités de la région de Maradi, ainsi que les autorités du gouvernement et des représentants des institutions de la République se sont retrouvés en grand nombre à l'hôtel de ville de Maradi. La salle de réunion de 250 places de l'hôtel de ville de Maradi est pleine comme un œuf. L'occasion est solennelle. Il s'agit de la tenue de l'Assemblée générale ordinaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger. Cette Assemblée générale ordinaire consacre la fin du premier mandat de 4 années du bureau dirigé par Sidi Moussa Mohamed. Les élections se sont déroulées sans encombre. Les membres du bureau précédent se sont présentés chacun au même poste que lors de l'ancienne mandature. Les votes se sont faits à main levée. À l'unanimité, Moussa Sidi Mohamed et tout son bureau ont été reconduits pour un autre mandat de 4 ans. Reconforté par la confiance renouvelée à l'unanimité par l'Assemblée générale, le président Moussa Sidi Mohamed a annoncé avec beaucoup d'enthousiasme le cap de la prochaine mandature qui démarre le 25 mars 2018 pour finir le 24 mars 2022. Vous venez de me faire l'honneur de mériter à nouveau votre confiance pour présider aux destinées de notre institution pour un nouveau mandat de 4 ans. Permettez-moi à cet effet de vous exprimer au nom des autres membres du bureau et à mon nom personnel tous mes remerciements et ma profonde gratitude pour la confiance que vous venez de nous renouveler. Avec la confiance que vous venez de nous renouveler, j'inscrirai la poursuite de ma mission sous les signes de la continuité en vue de parachever les différents chantiers que nous avons démarrés ensemble, mais aussi l'innovation pour un secteur privé dynamique et prospère. Je m'investirai aussi particulièrement à redynamiser les activités de circonscription consulaire régionale afin que nos efforts couvrent visiblement l'ensemble de notre territoire. Pour cela, nous devrons être en mesure de pouvoir transformer tout obstacle en opportunité de se développer. La création d'une zone de libre-échange continentale africaine, ZLECA, a également été un événement majeur de l'année 2018. Le processus a été conduit par le président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou. Sur les 52 pays que compte le continent africain, 44 ont signé l'accord donnant naissance à la ZLECA le 22 mars dernier à Kigali, au Rwanda. Le lundi 26 mars 2018, les acteurs du secteur privé national réunis à la Chambre de commerce et d'industrie du Niger se sont exprimés sur l'accord de libre-échange continental africaine. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger a déclaré à cet effet que le secteur privé national se réjouit de l'aboutissement du projet et félicite le président de la République, Issoufou Mahamadou, d'avoir conduit 2 ans durant avec efficacité le processus de la ZLECA. Selon la Commission économique pour l'Afrique, la zone de libre-échange s'étendra sur un marché de 1,2 milliard de personnes, représentant un produit intérieur brut de 2500 milliards de dollars dans l'ensemble des 55 membres de l'Union africaine. En 2014, le commerce intra-africain ne représente que 10 à 12% du total du commerce du continent, contre 40% en Amérique du Nord et 60% en Europe de l'Ouest. Plus de 80% des exportations africaines partent à l'étranger, principalement vers l'Union européenne, la Chine et les États-Unis. L'Union africaine estime ainsi que la mise en œuvre de la ZLECA permettra d'augmenter le commerce intra-africain d'environ 60% d'ici 2022. Du 5 au 6 avril 2018, la Banque africaine de développement BAD a effectué une mission conjointe avec l'Agence française de développement AFD, l'Agence nationale de l'énergie renouvelable IRENA, Solar Plaza, les acteurs du secteur privé et d'autres partenaires techniques et financiers à Niamey. Cette mission consiste à présenter officiellement le programme Desert to Power, découvrir le cadre institutionnel nigérien en charge de l'énergie solaire et discuter sur toute la problématique liée à ce sujet. Ce programme est la déclinaison opérationnelle du nouveau pacte pour l'énergie en Afrique dans la région sahélo-saharienne du continent africain, comprenant les pays de l'Alliance pour le Sahel et ceux situé le long du tracé de la Grande Muraille Verte. Cette initiative prévoit développer le système solaire totalisant 10 000 MW de puissance électrique installés à travers le Sahel.
mai 2018. Le mercredi 30 mai, au Palais des Congrès de Niamey s'est déroulée la cérémonie de remise des prix de la première édition de la compétition des plats d'affaires CPA. La CPA a été organisée par la Chambre de commerce et d'industrie du Niger à travers la Maison de l'entreprise en collaboration avec la Banque mondiale via le projet d'appui à la compétitivité et à la croissance PRAC. Ce sont les 100 meilleurs projets de la compétition qui ont été primés lors de la cérémonie. Ces derniers sont répartis en 3 catégories d'entreprises. L'enveloppe des prix varie entre 2 et 25 millions de francs CFA. Le jeudi 31 mai, les 100 meilleurs lauréats de la première édition de la compétition des plats d'affaires ont été reçus par le président de la République, Issoufou Mahamadou. La rencontre s'est déroulée au Palais de la République. Plusieurs personnalités du secteur public et privé ont également pris part à la rencontre. Jeudi 28 juin 2018, le gouvernement du Niger et la Banque mondiale ont procédé à la signature de 3 accords de financement de projets, dont un financement additionnel de 27 milliards de francs CFA. 50 millions de dollars US pour le projet de développement des compétences pour la croissance PRODEC. La cérémonie s'est déroulée au ministère du Plan. Il s'agit du financement de 3 projets d'un montant total d'un peu plus de 106 milliards de francs CFA. Tous ces projets s'inscrivent dans les priorités du plan de développement économique et social du Niger, PDS 2017-2021. Le représentant résident de la Banque mondiale, Siaka Bakayoko, en fin de mission, a effectué ainsi son dernier acte au Niger en signant ses accords de financement. À la tête du bureau de la Banque mondiale du 29 juin 2015 au 28 juin 2018, en 3 ans, Siaka Bakayoko a fait preuve d'un leadership exceptionnel, reconnu et salué par le gouvernement et tous les partenaires de la Banque mondiale au Niger. À cet effet, Siaka Bakayoko a été élevé par le président de la République au rang d'officier de l'Ordre du Mérite national. À cette occasion, une cérémonie de décoration a été organisée par le ministère du Plan le 20 juin dernier. Du 16 au 18 juin dernier, une délégation de parlementaires et de chefs d'entreprise européens a séjourné au Niger. Selon le président du Parlement européen, chef de la délégation Antonio Tajani, la visite fait suite à une invitation du président de la République, Issoufou Mahamadou. La visite donc allie dimension politique et recherche d'opportunités économiques pour des investissements dans des créneaux porteurs. S'agissant du volet économique, une des séquences clés a été la rencontre organisée entre la délégation conduite par M. Tajani et les opérateurs économiques nigériens, sous la houlette de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger. C'était le mercredi 18 juillet 2018 à Niamey. L'objectif visé à travers cette rencontre est d'une part d'explorer les opportunités d'investissement qu'offre le Niger dans les secteurs de l'agriculture, de l'énergie renouvelable et du numérique, et d'autre part d'établir et ou de renforcer les relations de partenariat entre les entreprises et institutions européennes intervenant dans le secteur privé et celles du Niger. La Banque mondiale a publié le 31 octobre 2018 le rapport Doing Business 2019. Dans ce classement, le Niger occupe la 143e place sur 190 pays dont le climat des affaires a été évalué. Notre pays a ainsi fait une progression d'une place dans le classement par rapport à celui de l'an dernier où il était à la 144e position sur 190 économies classées. Du 12 au 18 novembre 2018. Depuis 11 ans, près de 170 pays au monde célèbrent chaque année la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Une occasion pour honorer les entrepreneurs, ces hommes et ces femmes qui se battent au quotidien, souvent au prix d'énormes sacrifices pour réaliser leurs rêves, apporter des solutions, créer des emplois et de la richesse pour leur pays. Au Niger, cette année, la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat n'est pas passée inaperçue. Sous la houlette du ministère de l'entrepreneuriat des jeunes, les membres du gouvernement, les personnalités du secteur privé, notamment les directeurs des sociétés, les jeunes entrepreneurs et les structures d'accompagnement se sont mobilisés. Une grande variété d'activités a été réalisée tout au long de la semaine, toutes avec un même objectif, célébrer et honorer les jeunes entrepreneurs nigériens. Jeudi 29 novembre 2018, à 10h, l'enceinte du palais du 29 juillet de Niamey est bien pleine. La foule immense, composée d'étudiants, d'élèves et de citoyens ordinaires, attend avec impatience le lancement annoncé d'un événement inédit. Il s'agit de la 2e édition de la campagne Consommons nigérien.
Plusieurs membres du gouvernement, élus nationaux, membres du corps diplomatique, personnalités du secteur privé, jeunes entrepreneurs et porteurs de projets et d'entreprises se sont également mobilisés pour participer au lancement de la 2e édition de la campagne Consommons nigérien. L'ambiance est festive et solennelle. Inciter la population nigérienne à consommer les produits locaux et faire porter l'économie nationale par des jeunes industriels agroalimentaires, tels sont les objectifs clés visés à travers la campagne Consommons nigérien. La campagne Consommons nigérien devrait initialement se dérouler juste sur 2 mois. Mais grâce à l'implication et le fort engagement du Dr Lalla Malika, marraine de la campagne, la phase pilote du plaidoyer Consommons nigérien durera 2 ans. Elle mobilisera toutes les forces vives de la nation, sans exclusif, pour que des actions concertées, individuelles et collectives soient menées pour soutenir continuellement la production agricole, industrielle et culturelle, en incitant tous les Nigériens à consommer nigérien. C'est à ce noble engagement individuel et collectif, à ce sursaut patriotique que la marraine a appelé tous les Nigériens. La compétence au service du développement vous est proposée par le projet de développement des compétences pour la croissance PRODEC. PRODEC, clé pour l'emploi et le bien-être pour les jeunes. Le projet de développement des compétences pour la croissance PRODEC, fruit de la coopération entre l'Association internationale de développement IDA, groupe de la Banque mondiale, et l'État du Niger, a démarré ses activités en 2014. En 2018, 4 ans après le démarrage de ses activités, le PRODEC a réalisé plusieurs actions au niveau de chacune de ces 3 composantes, à savoir l'amélioration de l'efficacité de la formation formelle, le renforcement des programmes courts de développement des compétences et d'apprentissage, le renforcement des capacités institutionnelles et suivi évaluation. Ainsi, dans le cadre de la sous-composante 1.1 du PRODEC, approche axée sur la demande de la formation professionnelle formelle, plusieurs actions ont été réalisées en 2018. En dehors de la restructuration des 3 centres concernés par le financement initial, les actions pour la restructuration des 7 nouveaux établissements ont été démarrées. Il est prévu 6 établissements, des réaliser des dimensions pour 6 établissements. Alors, toutes ont été réalisées à 100%. Toutes les études architecturales, c'est-à-dire les activités de suivi contrôle ont été réalisées à 100% au profit des anciens établissements civils de première génération. Et d'ailleurs, 2 d'entre elles ont été bouclées, notamment celle relative au CMCAN, c'est-à-dire le Centre des métiers de curé et d'art du Niger, et celle relative au lycée technologique de Dogondouchi. Il ne reste que celle du lycée pour son de l'Agadez, pour la simple raison qu'il y a encore un retard qui a été accumulé par l'entreprise, donc un retard indépendant de notre volonté. Tout simplement, donc, elles vont encore se poursuivre l'année prochaine. La stabilisation des étudiants formateurs, c'est-à-dire des formateurs stagiaires qui sont revenus donc, de formation, a bel et bien eu lieu pendant 6 mois, c'est-à-dire durant tous les premiers semestres. Et après, donc, le poste de leur recrutement par la fonction publique étant avancé, tout naturellement, le projet s'est désengagé de cette stabilisation. Tous les travaux ont été parachevés pour le CMCAN et pour le lycée technologique de Doudji. Il nous reste maintenant les travaux du lycée professionnel de Touré qui se poursuivent d'abord maintenant. Actuellement, au moment où je vous parle, nous ne sommes pas encore en fin d'année. Pour la sous-composante 1.2, amélioration du passage de l'école au monde du travail, mise en œuvre par la NPE, les activités aussi bien de mise en position de stage que de suivi des bénéficiaires ont été réalisées en 2018. Là, il y a essentiellement le paiement des frais de stage et le suivi des 809 stagiaires placés en 2017 qui ont continué leur stage en 2018. En matière de développement de l'apprentissage chez les jeunes et de formation à la demande, le PRODEC, à travers le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA, a continué la formation des jeunes et a atteint des résultats satisfaisants. En 2018, donc, il y a 955 qui ont été formés et évalués pour cette année-là, ce qui a porté donc, la cible à 3006. Maintenant, en ce qui concerne la formation agricole, l'objectif est atteint. C'est un objectif de 1000. Et on a réalisé 1017. Le projet de développement des compétences pour la croissance a également permis, à travers la Chambre de commerce et d'industrie du Niger, de former plus de 1000 jeunes diplômés, déscolarisés et non scolarisés en entrepreneuriat sur toute l'étendue du territoire en 2018. Ces actions s'inscrivent dans le cadre de la sous-composante 2.3 du PRODEC,
qui est la promotion de la formation en entrepreneuriat. Des jeunes diplômés de niveau supérieur et ceux de niveau moyen en 17 sessions. Donc, sur les 340 prévus à être formés, nous avons donc formé 387 jeunes en 17 sessions. Les activités de la composante 3 du PRODEC ont quant à elles permis en 2018 d'assurer une coordination efficace et efficiente de la mise en œuvre des différentes actions du projet. À la lumière des actions et résultats obtenus en 2018, le PRODEC se caractérise à l'instar des 3 années précédentes par une performance satisfaisante dans sa mise en œuvre. En termes du nombre d'activités, je peux dire que près de 90% de toutes les activités prévues ont été réalisées à un taux allant de 90 à 100%. On ne peut qu'être satisfait de cette performance. Du démarrage de ces activités en novembre 2018, le PRODEC a développé les compétences de 14 024 bénéficiaires, dont 40% de femmes sur une cible initiale de 15 931, soit un taux de réalisation de 88%. Cette performance dans la mise en œuvre du PRODEC constitue le facteur déclencheur de l'attribution du fonds additionnel de 50 millions de dollars US, portant la cible du projet à près de 32 000 jeunes avec un rallongement de la durée du projet jusqu'en 2022. Chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver dans cette phase de Business Challenge, notre plateau Grand Angle. C'est le premier plateau de l'année 2019. Nous recevons un invité qui est dans le domaine de la banque, le secteur bancaire. Il s'agit du directeur général de Ecobank Niger, M. Didier Alexandre Correa. M. Correa, bonjour. Bonjour, M. Seydou. Merci d'avoir accepté l'invitation de Business Challenge. C'est notre première émission de l'année 2019. Nous sommes en début d'année 2019. J'aimerais quand même qu'on parle du bilan de l'année 2018. Comment a été l'année 2018 pour Ecobank au Niger? On a noté en 2018 une orientation, je dirais, à l'amélioration des principaux indicateurs. Okay. Et ça s'est ressenti dans notre activité. Nous avons pu être plus actifs dans les domaines du commerce international. Nous avons lancé une activité de digitalisation. Donc, un certain nombre d'initiatives ont été lancées et ces initiatives nous permettent de dire que l'année 2018 a été, on va dire, bien orientée. OK. Alors, au niveau du volume d'affaires, par exemple, bon, au cours de l'année 2018, quand même, on a entendu souvent les acteurs économiques, notamment les PME, se plaindre d'une certaine morosité au niveau de l'économie. Et surtout aussi, lorsqu'il s'agisse, par exemple, des relations en lien avec la commande publique. Nous savons, par exemple, la question de la dette intérieure a été souvent évoqué, même à la Chambre de commerce, on dit bon, le paiement était assez lent. Est-ce qu'au niveau du secteur financier et bancaire, vous avez senti le poids de cette situation? Alors, oui, la réponse est clairement oui. Vous savez que, de façon générale, nos économies sont très dépendantes du secteur public. En général, on parle de moins 40% du PIB qui est plus ou moins lié au secteur public. Donc, les entreprises que nous finançons sont prestataires, sont fournisseurs de l'État. Et dans le cadre de l'exécution de leur marché, elles font appel aux banques. Okay. Donc, dès lors qu'elles rencontrent, on va dire, des lenteurs ou des difficultés dans le paiement de leurs prestations, ça se reflète sur leur capacité à tenir leurs engagements vis-à-vis des banques. Et forcément, ça se reflète sur nous. Donc oui, je crois qu'on connaît le contexte, je dirais, depuis quelques années, qui est un contexte compliqué, où les finances publiques sont sous pression. On ne reviendra pas sur les, je dirais, dépenses importantes que la sécurité demande, dans un contexte où le cours des matières premières est relativement, on va dire, atone. Tout ça fait que, voilà, il y a quelques lenteurs, voire des arriérés, pour dire les choses très, très clairement. Mais des mécanismes sont mis en place pour essayer de résorber ces arriérés-là en relation avec, bien entendu, l'administration, les clients et le système bancaire. OK. Alors, pour
la banque que vous êtes, le dirigeant de banque que vous êtes, si on a parlé de 2 ou 3 grands faits marquants de l'année 2018 qui vous ont marqué, soit en tant qu'entreprise ou en tant qu'élément d'un système. Je pense que quand on parle de système financier, par exemple. Écoutez, tout de go comme ça, c'est difficile. Je vais en donner quelques-uns. C'est peut-être pas les plus marquants, mais ceux qui vous viennent à l'esprit en ce moment. À l'esprit. Voilà, le premier a trait au financement du commerce international, notamment. Vous savez que le Niger est un, je dirais, grand pays de réexport, notamment sur le Nigeria, qui est un très gros marché. Et c'est une des, je dirais, des forces de la place de Niamey, et c'est une opportunité pour les banques. Il faut dire que cette année, et de façon générale, il y a eu beaucoup de perturbations, on va dire, sur ce commerce. Perturbations liées à des conjonctures propres au Par exemple, Nigeria. quand tu as eu... je me souviens qu'à un moment, la route entre le Niger et le Bénin, par exemple, était coupée. Les camions ne passent plus. Je pense que ça a dû affecter quand même. Par exemple, ça a été un élément. Il y a également eu une conjoncture propre au Nigeria, la conjoncture économique au Nigeria. La récession qu'ils ont vécue. Voilà, la récession a eu des impacts. Il y a eu également sur le plan administratif au Nigeria, je dirais, un certain nombre de changements qui ont impacté l'activité de nos clients. Donc tout ça a créé, il faut dire, un peu de perturbation. Les choses semblent revenir à la normale, c'est un très bon point. Je dirais les 2 autres éléments qui me paraissent à retenir, qui sont des éléments absolument positifs, c'est le lancement de 2 très gros projets structurants pour l'économie du Niger. Je veux parler de la relance, si je puis dire, du projet de barrage de Kandadji et de les activités collatérales. Pour moi, je pense que c'est quelque chose qui va concerner le système bancaire et l'économie de façon générale. C'est un élément extrêmement positif. C'est un projet structurant qui va, bien sûr, à moyen terme, a priori, apporter beaucoup de gains en termes de productivité dans l'agriculture. Et ces gains devraient se faire ressentir dans les autres secteurs de l'économie. Il y a également le projet du Millennium Challenge Account, qui est également un projet structurant dans le domaine de l'agriculture aussi, qui, je le rappelle, en tout cas pèse beaucoup dans le PIB, fait vivre beaucoup de Nigériens. Je pense que ces 2 projets sont des projets qui devraient avoir dans les années à venir un impact important. Donc ça, c'est en fait ce qui se passe dans l'environnement externe qui peut avoir des effets favorables pour vous en tant que banque. Mais moi, j'ai retenu quand même des événements qui vous ont concerné directement. Ecobank, bon, ça, c'est ce que je puis suivre de près. Il y a eu, par exemple, à un moment, la fermeture, c'était momentané, de Ecobank par les services des impôts, où il y avait eu des désaccords sur un montant d'impôt à payer, je pense, de l'ordre de 57 millions de francs CFA. Alors, ça, je me demande, quand on pose un acte comme ça, où on ferme une institution bancaire, même si ça n'a pas duré longtemps, quel impact ça peut avoir à la fois sur la psychologie des clients, au niveau même interne. Mais j'ai assisté aussi à un événement que je trouvais très formidable. C'était le lancement du club Emerald. Tout à fait. Où Ecobank voulait quand même former un réseau des PME, d'entreprises dynamiques avec lesquelles elle va travailler pour les accompagner sur des services non financiers. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Alors, quel commentaire vous faites sur ces 2 situations? Oui, c'est vrai que ce sont des situations internes. Le point de vue que je donnais concernait de façon générale l'économie. Oui, nous avons eu, on va dire, cet événement qui a conduit à la fermeture de la banque momentanée par les services des impôts. À l'époque, nous avons fait un communiqué de presse pour rassurer la clientèle, parce que, bien entendu, c'est quelque chose qui est de nature à inquiéter la clientèle quand elle n'est pas informée. Donc, nous avons informé la clientèle qu'il s'agissait pour notre compte d'un malentendu. Nous avons indiqué le montant dont il s'agissait. Et nous avons entamé ensuite immédiatement des discussions avec l'administration fiscale, discussions qui ont abouti très vite à la réouverture de la banque et à un retour, on va dire, à des relations normales. Alors, le commentaire que je peux faire dessus, c'est que en tant que banque, nous sommes assujettis aux impôts, et c'est important pour nous, au Niger et partout, le groupe Ecobank est présent d'ailleurs, d'être en règle.
avec l'administration des impôts. Nous sommes une banque citoyenne et nous comprenons que ce sont ces impôts qui contribuent à assurer un environnement de qualité avec de la sécurité, par exemple, et puis bien d'autres choses dont nous avons besoin. Mais nous pensons qu'il est important que, je dirais, le dialogue soit serein. Le dialogue soit serein. Qu'il soit moins musclé que ce qu'il a été dans cette Absolument, cadre-là. absolument. Okay. Nous pensons que de toute façon, les perturbations et l'agitation ne sont bonnes ni pour les institutions, ni pour l'administration fiscale. Et pour ma part, je reste convaincu que par les discussions, par le dialogue et par l'usage des instruments que donne la loi, on peut parfaitement... Est-ce que vous pensez qu'un acte comme ça produit un impact véritablement négatif, par exemple, sur l'image de l'institution, de la banque, par exemple? Est-ce que vous avez... Je crois que les clients connaissent l'institution Ecobank. Nous sommes au Niger depuis 1999. Les clients ont confiance. Je crois qu'à la fin de la journée, ils savent que c'est une institution sérieuse qui fait face à ses obligations. Après, des problèmes peuvent arriver, des incompréhensions, des difficultés. Et je crois que ce qui est important, c'est comment l'institution réagit, quel message elle donne, comment elle continue de leur apporter le service dont ils ont besoin. Et je pense que les clients ont été attentifs. Donc ça a été une affaire qui est passée comme ça, après bon, tout est rentré dans l'ordre. Passé comme ça, je le dirais peut-être pas, parce qu'il ne faut pas que ça se répète tous les jours, pour être clair. Mais je crois que la banque a réagi immédiatement pour apporter des clarifications. Et ça, c'est important. Être transparent et tout de suite prendre les mesures pour que les opérations reviennent à la normale. Et les clients l'ont vu. Et les retours qu'on a eus, c'est qu'ils ont compris que ce sont des... Et c'était rassurant pour les clients. Le fait, en tout cas, qu'on ait communiqué de façon transparente a été un point positif. Alors, et le Club Émeraude, ça a été lancé. Maintenant, où est-ce qu'on en est? Alors oui, le Club Émeraude a été lancé. On espère commencer à, je dirais, tirer les dividendes, si je puis dire, pour nous et pour les entreprises en 2019 en réalité. Comme vous l'avez dit, c'est parti d'un constat. Les PME ont beaucoup de difficultés à se faire financer. Oui, ça c'est une réalité. Et elles se plaignent. Nous-mêmes, banques, nous plaignons également du fait qu'il y a un certain nombre de contraintes qui nous empêchent ou qui brident le financement aux PME. Et l'objectif donc de ce club, c'est de dire, OK, nous allons identifier les PME qui ont du potentiel et nous allons essayer de travailler avec elles, d'abord de les écouter pour comprendre leur activité, comprendre leurs besoins, et de voir comment les aider à lever, en tout cas à contribuer, à lever les contraintes qui les empêchent de se développer et qui, je dirais, réduit leur capacité à obtenir des financements. Alors, une précision quand même pour nos téléspectateurs qui est importante. Le Club Émeraude a été lancé en 2018 au Niger, mais il existe déjà dans beaucoup d'autres pays. Tout à fait. Je pense, je n'ai pas le nombre exact, mais... Tout à fait. Le club a été lancé. C'est un club qui a vocation à être lancé sur tout le réseau Ecobank. Donc, dans les 33 pays, parce que Ecobank est présent dans 33 pays en Afrique. Tout à fait. Et il a une vocation à créer un réseau pour nos entrepreneurs. Parce que nous sommes certains que c'est également l'un des atouts d'Ecobank, apporter cette ouverture à nos entrepreneurs, les accompagner sur des nouveaux marchés, est également quelque chose qui peut et qui, a priori, va favoriser la croissance de leur activité. C'est aussi l'un des et ça, aujourd'hui, ça a tout son sens avec tous les enjeux qu'on a au niveau continental. Par exemple, avec la zone de libre-échange continentale, la ZLECA, je pense que... avoir des banques qui peuvent accompagner des clients sur plusieurs pays, c'est quand même un avantage pour les entreprises. Écoutez, je crois que vous avez touché du doigt, c'est exactement ça. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. C'est exactement ça, et comme vous l'avez dit, cette zone-là, à la fin de la journée, ce sont les entreprises qui vont faire ces échanges. Et donc, il est important qu'elles soient en mesure de les faire, d'avoir les canaux financiers, mais d'avoir également les informations, d'avoir l'accompagnement, les introductions. Donc, c'est un peu ça également l'objectif du club. Alors, M. Kora, je vous propose qu'on revienne sur Ecobank au Niger. Alors, aujourd'hui, nous savons quand même que ces dernières années, le secteur bancaire au Niger est assez dynamique. Il y a des nouveaux acteurs qui arrivent, ainsi de suite. Alors, Ecobank fait partie des banques les plus anciennes, je pense, parmi les plus anciennes. Aujourd'hui, c'est quoi la position d'Ecobank sur le marché? Alors, en termes d'abord de volume, en termes aussi de réseau, parce que souvent c'est comme ça qu'on voit la capacité d'une banque, et en termes de portefeuille. Comment se situe Ecobank aujourd'hui au Niger? Écoutez, nous sommes bien placés. On va dire que nous sommes dans le trio de tête
aujourd'hui globalement, puisque quand on regarde le critère des ressources collectées, par exemple, nous avons une part de marché d'à peu près 15%, ce qui nous place à la 3e place. Quand on regarde le réseau, aujourd'hui en termes de points de vente, nous avons le plus large réseau, puisque nous avons aujourd'hui 14 agences, nous avons 45 guichets automatiques de banque, mais surtout, depuis cette année, nous avons déployé plus de 300 points express qui sont disponibles à Niamey et sur l'ensemble du territoire. Donc aujourd'hui, ça nous donne, je dirais, le premier réseau pour pouvoir servir. Alors, le point express, c'est par exemple lorsqu'on trouve un de vos guichets dans un aéroport, par exemple, ou dans un hôtel, c'est ça que vous appelez point express? Pas forcément, pas seulement. Vous savez, nous avons également tiré des leçons un peu des problèmes de la faible bancarisation de nos économies. Et on se rend compte que une trop grande partie de nos concitoyens sont aujourd'hui en dehors du système bancaire et en dehors même des systèmes de financement décentralisés. Et pourtant, ils ont besoin de services bancaires. Donc, l'idée, c'est de nous rapprocher d'eux. Et c'est vrai que les aéroports sont des points intéressants, mais tout le monde ne prend pas l'avion. Les points express sont des points qui sont un peu partout, dans les quartiers. Dans les quartiers, ça va être quoi, par exemple? Dans une boutique, je viens? Dans une boutique. Dans une boutique, dans un point spécialement ouvert à cet effet par un opérateur qui veut apporter du service dans la zone où il évolue. Aujourd'hui, c'est des choses qui existent, puisque, par exemple, quand vous allez acheter du crédit téléphonique chez n'importe quel opérateur, je ne les citerai pas, vous allez dans un point qui est situé quelque part dans votre quartier et vous faites votre opération. C'est la même logique. Nous devons rapprocher la banque des citoyens. Nous devons faire de sorte qu'il ne soit plus compliqué, qu'il ne soit plus lent, que ce ne soit plus un problème d'aller à la banque. Donc les points express ont vocation à être partout au Niger, dans votre quartier, sur les grandes avenues, dans les petits quartiers, partout. Et je pense que pour que nos téléspectateurs, parce qu'on a différents profils de téléspectateurs, puissent nous comprendre, ça veut dire que quand vous amenez, c'est comme si on déplace une agence bancaire, qu'on amène quelque part dans un quartier. Ça peut être juste à côté d'un boutiquier ou dans un kiosque où il y a d'autres services qui peuvent se faire. Absolument. Et le client peut faire certaines opérations qu'il a l'habitude de faire dans une agence bancaire à cet endroit-là. C'est cela? Absolument. Notamment les dépôts et les retraits. Les dépôts et les retraits. Alors, imaginons que vous avez un retrait, vous voulez retirer de l'argent. Vous êtes obligé de vous rendre à la banque ou au moins d'aller à un guichet automatique de banque. Il faut dire qu'il n'y en a pas suffisamment. Je disais qu'on avait 45 guichets automatiques. Pour un pays comme le Niger, vous voyez que c'est largement insuffisant. C'est vrai que même dans une seule ville, ça ne résout pas le problème. Absolument. 14 agences non plus. Pourtant, il y a des fonctionnaires qui sont à Balayara, à Gingimi, un peu partout dans le Niger, qui touchent leur paie, qui ont besoin d'argent. Il y a des commerçants et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est que dans ce point express, qu'ils puissent venir toucher leur salaire, par exemple, en cash, pour la partie, en tout cas, dont ils ont besoin pour faire des achats localement, qu'ils puissent procéder à des versements sans avoir à perdre toute une journée pour prendre un transport en commun, aller faire la queue à la banque. Et donc, c'est ça l'idée du point express, c'est rapprocher la banque du client pour les opérations les plus courantes. Bien entendu, toutes les opérations n'ont pas vocation à être rapprochées de cette manière. Certaines opérations plus complexes devront continuer à se faire en avance. Mais qui peuvent aussi se simplifier. Alors là, je pense que pour faire ça, on rentre déjà dans un des points de notre entretien, c'est que Ecobank, depuis un certain moment, a misé sur la digitalisation. Et ça, c'est aussi un des enjeux, je pense, du système financier et bancaire qui sera peut-être complètement digital un jour. Alors, à ce niveau-là, en tout cas, Ecobank communique beaucoup au Niger en disant « Je suis une banque qui prend le devant sur la digitalisation ». Mais concrètement, pouvez-vous nous dire comment vous conduisez le projet de digitalisation en interne et quels sont les services qui aujourd'hui sont déjà digitalisés? Très bien. Alors, quand on parle de digitalisation, on peut tout mettre dedans. Effectivement, on peut parler de la digitalisation des processus de traitement des opérations en interne. C'est déjà, je dirais, un aspect important de la digitalisation. Par exemple, le fait de prendre un traitement qui est fait manuellement par des opérateurs et de le rendre totalement automatique est une forme de digitalisation. Maintenant, je dirais la partie la plus visible, c'est celle qui s'adresse à la clientèle.
Aujourd'hui, nous avons également fait un constat simple, on le disait tout à l'heure. Le taux de bancarisation dans nos économies est très faible. Oui. Au Niger, le taux de bancarisation strict tourne autour de 5%. Donc ça veut dire que 5% de la population le potentiel qu'il y a est encore énorme quand même. Voilà, un compte bancaire. Donc, trop de gens n'ont pas accès à des services financiers. Par contre, on s'est rendu compte qu'avec le développement, je dirais, de la téléphonie mobile, aujourd'hui, presque tout le monde a un téléphone. Effectivement. Et aujourd'hui, le téléphone ne sert plus seulement à passer des appels, mais il sert à faire un certain nombre de choses, dont des opérations financières. Donc, pour nous, l'une des principales avancées cette année a été de mettre sur le marché, de mettre en œuvre un compte mobile qui s'appelle EcoBank Express. C'est un compte bancaire, en réalité. Il n'y a aucune différence, sauf que c'est un compte bancaire que vous tenez, auquel vous avez accès à travers votre téléphone. Vous n'avez pas besoin de vous rendre à la banque. Vous voyagez avec, vous faites ce que vous voulez avec. Pour ouvrir un compte. Aujourd'hui, vous avez un téléphone, vous avez un smartphone, vous téléchargez l'application mobile EcoBank et vous créez vous-même et de façon instantanée un compte. Ce compte, vous pouvez tout de suite aller l'alimenter à travers les points express dont on a parlé tout à l'heure. Je rappelle qu'il y en a plus de 300 et on espère en 2019 arriver... Plus de 300 sur l'ensemble des territoires au Niger. Tout à fait. Tout à fait. Et donc vous allez chez un point express et vous faites un versement et immédiatement vous avez l'argent sur votre téléphone. Et avec ce téléphone, vous faites des opérations. Vous voulez envoyer de l'argent à quelqu'un qui est au village ou même vous êtes au bureau, vous devez envoyer de l'argent à votre famille à la maison, vous le faites par le téléphone. Cette personne peut aller dans n'importe quel point express, retirer l'argent à des coûts extrêmement compétitifs et de façon beaucoup plus simple. Et vous pouvez faire aussi des virements vous pouvez faire des virements dans tous les comptes de toutes les banques ici au Niger et dans l'UEMOA. Vous avez quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire à qui vous devez envoyer de l'argent. Vous sortez votre téléphone et vous faites votre opération. Nous sommes en discussion très avancée avec la Nigélec pour que les factures puissent être payées. Donc, vous avez votre banque dans votre poche. Alors, on m'a parlé, une parenthèse, à un moment, je pense que c'était au lancement des Émeraudes, un de vos collègues a parlé aussi pour le cas spécifique des entreprises, où il dit aujourd'hui, vous pouvez faire vos virements de salaire à partir de votre bureau. C'est opérationnel, ça se fait. C'est opérationnel. C'est toujours dans la digitalisation. Vous savez, ce dont je viens de parler s'adresse particulièrement aux particuliers. Les grandes entreprises ont des modes de fonctionnement différents. Il ne s'agit pas de mettre le compte de l'entreprise dans la poche d'un employé. Effectivement. Par contre, nous avons une plateforme bancaire en ligne qui s'appelle Omni, qui permet aux entreprises de se connecter à travers leur PC et leur laptop de bureau, d'accéder à leur compte et de faire toutes les transactions comme s'ils avaient déposé un ordre à la banque. Sauf que là aussi, c'est bien plus rapide. Il n'y a pas besoin d'imprimer un ordre, d'aller chercher des signatures, de le transmettre à un coursier qui va le déposer et qui va attendre qu'il rentre dans le circuit. Aujourd'hui, vous avez accès à votre compte, vous rentrez avec un niveau de sécurité élevé. Vous avez les mêmes caractéristiques en matière d'autorisation. Si le compte fonctionne avec 2 signatures. Ce sont les 2 personnes qui ont des codes, qui rentrent et qui autorisent l'opération. Pour revenir au point express, 300 points express, j'aimerais savoir quand même, parce que c'est une émission qui parle de business, qui donne quand même de bons filons aussi à nos téléspectateurs qui sont intéressés par l'entrepreneuriat. Pour faire fonctionner ces 300 points express, j'imagine que ce ne sont pas tous des salariés de EcoBank. Ça veut dire que vous avez créé des opportunités de business ou bien comment ça se fait? Absolument. Et je crois que c'est également un des points extrêmement importants de cet écosystème. Vous savez, pendant très longtemps, les banques fonctionnaient, je dirais, en quasi-autarcie. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que si nous voulons apporter de la valeur ajoutée, nous devons nous appuyer sur un certain nombre de partenaires. Et bien, ce sont ces partenaires-là sur lesquels nous nous appuyons, en réalité, qui créent leurs points express. Ce sont des hommes et des femmes d'affaires d'ailleurs, y compris les femmes, qui ont leur activité et qui créent un réseau de points dans lequel ils commercialisent un certain nombre de produits financiers ou d'autres produits. Et donc, c'est une source de revenus supplémentaire pour eux. Et c'est quelque chose également qui leur permet de
participer à la bancarisation. Okay. Vous avez tout un système d'encadrement parce que quand même il s'agit... Tout un système d'accompagnement. Okay. Tout un système d'accompagnement parce qu'il s'agit, comme vous l'avez dit, de manipulation d'argent. Il est important que ces agents et leurs collaborateurs, le caissier, soient formés, notamment en ce qui concerne la problématique de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, les risques opérationnels. Donc il y a une formation, un accompagnement. Et je dois dire que je suis très satisfait de la réponse apportée par ces opérateurs économiques, parce que si aujourd'hui on a ce réseau, c'est grâce à eux. Ils ont embauché des gens, ils ont accepté de les former, enfin en tout cas nous les avons formés grâce à eux, et aujourd'hui ces gens sont opérationnels. Et effectivement ce sont des emplois. Donc ça fonctionne aussi moyennant des commissions, j'imagine. Ils reçoivent des commissions. Ils reçoivent des commissions. Si on veut que ça marche, il faut que ce soit un business gagnant-gagnant. Si la banque est la seule à tirer les marrons du feu, ça ne peut pas marcher. Effectivement. Donc pour nous, c'est important que ces opérateurs-là qui investissent se retrouvent avec une marge suffisante. Et je crois que la réponse qu'ils ont apportée montre que pour eux, c'est une activité intéressante. C'est une activité intéressante. Est-ce qu'en termes de volume d'affaires, aujourd'hui, vous voyez que la mayonnaise prend? Est-ce que, par exemple, c'est vrai que c'est une expérience nouvelle, mais à ce stade déjà, vous voyez des gens aller vers ces points-là pour faire vraiment des volumes d'affaires, soit en retrait ou en dépôt? Absolument. Aujourd'hui, les chiffres, je ne peux pas communiquer en détail, mais ils sont, je dirais, au-delà de nos attentes. Les volumes, je dirais, collectés par ce réseau-là, sont supérieurs au volume que nous collectons dans un certain nombre d'agences qui sont ouvertes depuis plusieurs années. Donc, c'est dire qu'il y a du potentiel. Et l'avantage pour vous, j'imagine aussi, ça réduit les coûts de structure. Absolument. Absolument. L'une des réponses que nous devons apporter, nous, banques, à la problématique de la cherté des produits et services financiers, c'est changer d'approche. Parce que tant que nous avons besoin de construire une agence en dur, qui coûte entre 150 et 250 millions. Et qu'il faut amortir sur plusieurs années. Pour laquelle il faut mettre des dispositifs de sécurité, pour laquelle il faut mettre un dispositif informatique. Et quand nous devons faire ça, bien entendu, ces coûts se répercutent sur le coût des services à la clientèle. Mais si nous nous appuyons sur des agents qui ont des niveaux d'investissement inférieurs, derrière, le coût des opérations, en tout cas le coût pour nous est moins important. Et c'est pourquoi, permettez-moi de le dire, le compte express, par exemple, est un compte sans frais de tenue de compte. Et ça, c'est une avancée notable. Vous avez un compte bancaire que vous créez vous-même de façon instantanée et vous avez 0 frais de tenue de compte. Sur toute la durée de vie du compte. Sur toute la durée de vie du compte. Et c'est pourquoi, nous, c'est important. La digitalisation ne doit pas être juste un slogan. Elle doit apporter de la valeur ajoutée aux clients, mais elle doit également concourir à la baisse des coûts. Et à simplifier la vie d'une manière générale. Alors, ça, on y arrive parce que, je vois quand même c'est un esprit start-up qu'une banque comme vous est en train d'avoir. Parce que c'est ça aussi la problématique des business anciens. Comme on dit, une banque, c'est des formats très anciens. Aujourd'hui, instaurer une nouvelle culture de start-up, c'est assez important. Mais en dehors de vous, parce que vous faites de la veille aussi, tout à fait. Dans votre environnement, il y a d'autres banques qui le font. Et aussi dans votre cas aujourd'hui, où est-ce que ce système est le plus en fait dans les différents pays? Est-ce que vous êtes arrivé à l'implanter dans les différents pays? Ou encore, il y a des pays dans lesquels ça n'a pas encore commencé? Écoutez, pour répondre à votre dernière question, ce sont des services que le groupe Ecobank a implantés dans tous les pays en Afrique où il opère. D'accord? Parce que la configuration de nos marchés est sensiblement la même. Et il y a partout une grosse marge de progression en termes de bancarisation. Donc, oui, nous avons implanté ce service partout. Et je dois dire que le Niger, je dirais, se porte bien, sans donner de détails. En tout cas, c'est l'un des pays où cette nouvelle activité a un dynamisme extrêmement Et je pense important. qu'il y a des tendances favorables maintenant sur ce domaine, avec par exemple le plan Niger 2.0, qui est porté par l'ANSI, avec toute une émulation aussi qu'il y a au niveau de l'innovation, notamment au niveau des jeunes entrepreneurs. Est-ce que vous bénéficiez de ça? Vous inscrivez dans cette dynamique? Nous nous inscrivons dans cette dynamique. Nous, en tout cas, nous essayons de collaborer avec l'ANSI, d'être très attentifs à ces projets et de nous rapprocher de tous ces jeunes entrepreneurs qui fourmillent de bonnes idées. Et bien entendu,
nous ne sommes qu'au début de l'écosystème. L'écosystème n'est pas composé que des agents. Demain, il y a tous ces jeunes entrepreneurs qui ont besoin de services financiers, toutes ces fintechs qui vont être créées. Je rappelle que le groupe, l'année dernière, a lancé un concours à travers toute l'Afrique pour sélectionner les meilleurs systèmes, les meilleurs fintechs, excusez-moi. Et donc, oui, clairement, nous nous engageons dans cette dynamique qui est une dynamique collaborative, je dirais. Aujourd'hui, quelle est l'analyse d'Ecobank de cette question-là qui revient régulièrement? L'accès au financement est difficile, le coût est élevé. Vous, comment vous traitez cette question-là? Écoutez, je crois qu'on a, comme vous l'avez bien dit, M. Sédou, on a commencé à y répondre. Alors, de façon schématique, quand on parle du coût du financement, le coût du crédit est basé en général, grosso modo, sur 3 facteurs. Le premier facteur, c'est le coût de la ressource. Quand je vous fais crédit, je vous donne de l'argent. C'est de l'argent qui n'appartient pas à la banque. C'est de l'argent des déposants que la banque collecte. Quand j'ai une agence à Tessawa ou à Agadez, mettons, ou à Arlit, où je dois investir, je le disais, entre 250 et 150 millions. Mettre des agents pour collecter du cash. Donc les commerçants, les agents viennent verser. Et que ce cash-là, pour que je puisse le prendre en compte, je dirais, dans mes livres et commencer à le prêter, aujourd'hui, il faut que je le mette dans l'avion pour le faire venir à Niamey. Vous comprenez que les coûts sont extrêmement élevés. Le coût de la ressource est un facteur qui rentre dans le coût du crédit. Plus la ressource nous coûte cher, forcément, plus le crédit. C'est le système normal de prix de revient, quoi. Donc, voilà, absolument. L'argent, voilà, c'est ce que les banques vendent. Mais il y a des prix, je dirais, d'acquisition, si je peux me permettre, et des frais d'approche. Deuxième chose qui rentre dans le coût du crédit, j'ai parlé de coût de l'argent, je dirais l'efficacité de la banque de façon générale ou les coûts de fonctionnement. Quand, pour vous donner également un exemple, pour faire une opération de transfert, par exemple, j'ai besoin d'un agent qui va réceptionner l'ordre, un agent qui va le vérifier, un agent qui va le comptabiliser, un agent qui va l'autoriser. Ça fait une chaîne. Ça fait une chaîne, mais ça a des coûts. Des coûts salariaux, toutes sortes de coûts. Quand j'ai la possibilité de donner un accès par Internet à un client qui va se connecter, qui va faire le transfert, vous voyez bien que le coût de la même opération est largement inférieur. Effectivement. Donc, de façon générale, dans nos économies, dans la sous-région et en général en Afrique, nos opérations sont très manuelles et sont très coûteuses. Donc ça aussi, ça rentre dans le coût du crédit. Plus nous aurons des opérations automatisées, digitalisées, moins ces opérations coûteront cher et on pourra le refléter dans le coût du crédit. Et enfin, la dernière composante, c'est le coût du risque. Le coût du risque, qui n'est pas le moindre, c'est lié au fait que beaucoup d'entreprises, notamment dans le secteur des PME, font défaut. C'est-à-dire ne sont pas en mesure de rembourser leur crédit. Souvent, on parle de taux de casse qui est assez élevé. Absolument, absolument. Et ce taux-là, il faut bien savoir qu'il faut bien qu'il soit pris en compte. Et donc, ces 3 composantes sont les composantes sur lesquelles nous devons travailler pour aboutir à une baisse. On vient d'expliquer comment, avec la digitalisation, l'agenciation, on peut baisser le coût des ressources. Comment, avec également la digitalisation en interne, on peut baisser le coût de traitement. Et comment, avec les services non financiers, on peut accompagner les entreprises pour qu'elles soient en mesure de respecter leur engagement. Eh bien, c'est tout cela qui, à terme... C'est un schéma cohérent qui doit être, en fait, une sorte de puzzle qui doit être mis ensemble. Absolument. Alors, maintenant, pour clôturer cet échange, parlons un peu des perspectives pour l'année 2019. Nous sommes déjà en 2019. Est-ce que, en 2019, c'est quoi les grands chantiers de Ecobank? Au Niger ou ailleurs, on peut en parler. Alors, notre chantier, nous allons continuer de travailler sur ce qu'on appelle la digitalisation. Pour nous, c'est l'inclusion financière en réalité. Je vais vous donner juste un chiffre. Depuis l'ouverture à maintenant, Ecobank a, je dirais, pu avoir à peu près un peu moins de 100 000 clients. Depuis l'ouverture en 99, c'est ça? Tout à fait. 99 à aujourd'hui. Voilà. 100 000 clients. Alors, 100 000 clients. Depuis que nous avons lancé
cette stratégie d'agenciation, c'est-à-dire de mettre des réseaux partout et de donner la possibilité aux gens d'ouvrir leur compte au téléphone. Nous avons commencé quelque part en février de cette année. Nous avons pu avoir 150 000 clients. Wow. Vous voyez Et j'imagine que le profil a changé aussi, parce que les 100 000, peut-être les 150 000 d'aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes profils. Tout à fait. Parmi ces 150 000, sans doute que beaucoup n'avaient pas de compte bancaire. Peut-être qu'il y en a qui avaient un compte, qui l'utilisaient plus ou moins. Mais si vous dire le potentiel, et nous n'avons pas, c'est une activité nouvelle sur laquelle nous continuons de progresser, nous continuons d'apprendre et nous allons plus communiquer. Donc pour nous, c'est l'axe sur lequel nous allons insister en 2019. Aujourd'hui, nous voulons acquérir en 2019 encore plus de clients que nous avons pu le faire en 2018. Pourquoi pas faire au moins le double et permettre à ces clients, encore une fois, de faire des transactions partout depuis leur téléphone. Donc ça va être la clé de la stratégie d'Ecobank Niger en 2019 et dans les années à venir, et pour le groupe également. Je voudrais rappeler ici que notre CEO a clairement expliqué que l'objectif, c'est d'arriver à 100 millions de clients. 100 millions de clients à quel horizon? Un peu partout. Aujourd'hui, l'horizon de 100 millions de clients, c'est 2020. 2020. Alors, moi, je lis tout à l'heure, avant de venir dans le studio, que vous avez 11 millions de clients. Bon, ça, je ne sais pas si c'est des chiffres actuels. Hein. J'ai pris plus de 2000 employés, 11 millions de clients à travers 33 pays d'Afrique. Est-ce que c'est les bons chiffres aujourd'hui? Alors, je n'ai pas les derniers chiffres du groupe, mais ces chiffres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez vu la différence entre déjà le moment où les activités ont commencé et le moment où nous avons lancé cette activité d'agenciation. Donc, clairement, quand on prend en compte cette activité d'agenciation, je dirais, non seulement les chiffres sont plus importants, mais le potentiel, il est largement, je dirais, qu'à ses débuts. Oui. Donc, alors, je sais que c'est une bonne tendance sur laquelle vous êtes en train de surfer, mais elle est bien pour tout le monde, de toutes les façons. Les autres banques. Comment vous prévoyez les réactions? Parce que si vous arrivez à conquérir des clients de cette manière, naturellement, tous vos concurrents se mettront quand même aussi dans la danse. Ben écoutez, c'est une bonne chose pour nous que, d'abord, nous sommes... Est-ce qu'il y a déjà des banques qui le font, qui font ce genre d'approche? Écoutez, je ne peux pas vous dire avec précision... Enfin, a priori au Niger, d'après les informations que nous avons, pour l'instant, nous sommes les seuls, mais ça ne saurait tarder. Vous savez, Ecobank a l'habitude, nous avons été les premiers à ouvrir le samedi. Aujourd'hui, tout le monde le fait. Nous avons commencé à ouvrir le dimanche depuis 2006. Nous avons été les premiers à lancer une carte en 2006 également. Aujourd'hui, tout le monde le fait. Donc, nous sommes, je dirais, habitués à ça. Nous sommes une banque innovante. Nous n'avons pas peur d'ouvrir de nouveaux chemins, mais nous comprenons que les autres nous emboîtent ensuite le pas, mais ce n'est pas un problème. Au contraire, nous pensons que la concurrence est une émulation. Ça va créer une émulation. Voilà. C'est-à-dire que quand nous avons créé les cartes, voilà, les autres sont arrivés, mais nous ne sommes pas restés sur les cartes. Nous avons déployer cette nouvelle stratégie. Et bien demain, nous continuerons d'évoluer et d'innover pour anticiper sur la compétition. Et de toute façon, un marché où il y a la compétition est un marché dynamique qui profite aux usagers. Donc oui, moi non, je pense que c'est une bonne chose que les concurrents aussi s'y mettent. Voilà. Mais en tout cas, ça va être bien pour l'économie, ça va être bien pour la clientèle des banques. Et puis c'est sur ce qu'on va fermer cet entretien. Monsieur Correa, merci beaucoup pour cet échange-là sur Ecobank, ses activités, ses perspectives. Et je retiens quand même la passion d'Ecobank pour la digitalisation. Et ça, c'est la nouvelle Afrique, j'imagine. En fait, c'est la nouvelle Afrique. Une Afrique complètement digitale, avec des startups, des PME qui sont des vrais drivers. Et donc, si vous êtes dans le tempo, bienvenue. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez bien apprécié cet entretien avec Didier Alexandre Correa, qui est le directeur général de Ecobank au Niger. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez agréablement suivi cette édition Business Challenge et vous avez été particulièrement nombreux au Niger à nous suivre. Vous qui êtes notre audience traditionnelle et aussi partout en Afrique lorsque vous nous suivez, merci de votre intérêt pour Business Challenge. Nous pouvons continuer à interagir à travers les réseaux sociaux. Sur Facebook, vous tapez Business Challenge, vous allez nous retrouver. Vous pouvez aussi consulter les archives de l'émission sur YouTube, toujours en tapant Business Challenge. Et puis, restons en contact sur la chaîne panafricaine. À la prochaine pour un nouveau numéro de Business Challenge. Bonsoir. Orange is
sponsor officiel de Business Challenge. Orange Niger, des solutions business au service de vos ambitions. Business Challenge, le magazine de l'économie et de l'entreprise.